Après vous avoir parlé de Maurice Maeterlinck qui est né en 1862, d'Oscar Wilde qui est né en 1854, je remonte encore un petit peu dans le temps sur cette chaîne pour parler de Robert Louis Stevenson qui est né en 1850, qui est un peu considéré en Angleterre comme le Alexandre Dumas écossais depuis qu'il a écrit L'île au trésor, son premier roman et son premier succès. J'ai eu envie de relire ce roman depuis que j'ai chroniqué sur la chaîne Balbuzard. Et je me suis rendu compte que c'était aussi un livre qui avait une actualité éditoriale encore, puisqu'une nouvelle traduction vient de paraître, qui a été qualifiée par le Matricule des Anges comme un trésor de traduction, dans lequel on trouve le vrai langage des pirates. Comme d'habitude dans cette vidéo, je vous ferai la jeunesse de ce texte, je reviendrai à grands traits sur l'intrigue. Évidemment, je vous dirai si c'est convaincant ou non cette nouvelle traduction pour traduire le langage des pirates, des gens qui s'injurient, qui sont censés se tutoyer et pas se vouvoyer par exemple, qui ont un langage pas super châtié. Et je vous dirai aussi si la nostalgie a fonctionné ou si j'ai été un petit peu déçu éventuellement. Il y a une ironie dans ce roman à laquelle je viens seulement de penser maintenant, mais que je trouve amusante à souligner pour commencer cette vidéo. C'est que sans sa rencontre de sa femme en 1880, donc à l'âge de 30 ans, qui s'appelait Fanny Osbourne et qui a dû divorcer d'un premier mariage, ce livre ne serait jamais apparu. Et pourtant, il n'y a aucune femme comme personnage dans ce livre, si ce n'est vraiment comme rôle de figurante, et ce sont des noms fantomatiques, mais sans cette femme, ce livre ne serait jamais sorti, L'île au trésor, parce qu'en 1880, il s'est installé avec cette femme-là, Fanny Osbourne, en Écosse finalement. Elle a fait le voyage avec qui? Dans ses bagages, avec tout simplement son fils, le fils issu de son premier mariage. Et c'est très important parce que c'est durant l'été 1881 que s'est développée toute l'intrigue de L'île au trésor, en moins la matrice de cette intrigue. Et pourquoi? Mais parce que c'était un été très très pluvieux, un été dégueulasse en fait. Et comme il s'ennuyait, l'enfant qui s'appelait Lloyd, à qui d'ailleurs est dédicacé L'île au trésor, qui avait 13 ans, et ben, il passait son temps à dessiner. Et qu'est-ce qu'il dessinait? Il dessinait une île qui n'avait pas de nom, mais une île de pirates entre guillemets. Le voyant avec ses crayons de couleur, Robert Louis Stevenson, qui lui en plus était malade, il avait une bronchite je crois, et qui voulait un peu essayer de s'occuper, il a été amusé de ce dessin et il s'est mis à noter quelques noms, par exemple la colline de la longue vue, et d'autres petits noms comme ça, et en haut et à droite il a annoté L'île au trésor. Et je ne sais pas si ça a déçu Lloyd ou pas, mais il a pris la feuille et il lui a dit bon, je m'en occupe, je vais inventer une histoire avec tout ça. Et il s'est mis à broder cette histoire de L'île au trésor à raison d'un chapitre par jour qui racontait non seulement à son beau-fils, mais aussi finalement à des amis. Je ne sais pas si le cercle a cru au fur et à mesure pour écouter l'écrivain. Il faut savoir autre chose, c'est que parmi les auditeurs, il y a probablement eu le père de Robert Louis Stevenson, qui, comme son propre père, était constructeur de phares, je crois, et qui lui a pu lui donner des conseils par rapport au vocabulaire maritime. C'est ce que j'appelle du vocabulaire spécifique dans les romans. Quand on est écrivain, on ne connaît pas tout. Par exemple, il y a la maçonnerie et tout ça. Et bien, en l'occurrence, son père a pu l'aider pour ce vocabulaire-là. Et donc, il a mis la main un petit peu à la pâte aussi, si vous voulez. Il a suggéré quelques idées, comme le contenu d'un coffre important au début de l'histoire, dont je vous parle dans quelques minutes. Donc là-dessus, l'été se termine, 15 chapitres, et il laisse sans conclusion son histoire, Robert Louis Stevenson. Finalement, durant, je crois, l'automne qui suit, il va en Suisse, dans la ville de Davos, où non seulement il se fait soigner, mais depuis laquelle aussi il envoie à un magazine londonien qui s'appelle Young Folks un chapitre par semaine, du coup, de son histoire, L'île au trésor, ce qui l'oblige à terminer son histoire, en fait. Donc, au final, je crois qu'elle fait 34 chapitres. Là-dessus, un de ses amis n'en manque pas une miette, entre guillemets, il compile tout ça et il contacte un éditeur qui, en novembre 1883, fera publier une première version de L'île au trésor, bien qu'il faut quand même le souligner d'ailleurs, elle n'a pas eu un énorme succès au sein de cet hebdomadaire, mais finalement ça a très bien marché ensuite. L'île au trésor, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Jim Hawkins, qui est, figurez-vous, un jeune enfant de 14 ans, donc un alter ego fictionnel au beau-fils de Robert Louis Stevenson, dont les parents tiennent une auberge qui s'appelle l'Amiral Benbow. En fait, quand je dis que ses parents le tiennent, c'est surtout sa mère en ce moment, puisque son père est
quasiment entièrement absent, il est très malade. Donc l'histoire se déroule au XVIIIe siècle, époque de pirates un peu vague puisque aucune année particulière n'est donnée, aucune année précise n'est donnée. Bon, tout se passe bien et pas très longtemps d'ailleurs puisque immédiatement il y a un locataire plus ou moins indésirable qui débarque, un dénommé Billy Bones. Il est indésirable, Billy Bones, tout simplement puisque il passe son temps à boire, à chanter, à foutre le bazar dans l'amiral Benbow et à gêner les autres locataires, les autres résidents. Et il est venu avec quoi? Il est venu avec une énorme malle mystérieuse qui protège vraiment comme la prunelle de ses yeux. Et il s'inquiète énormément d'une chose qu'il répète sans arrêt. Il dit, si vous voyez un homme avec une jambe de bois, prévenez-moi. Et il donne même une sorte de petit salaire, je crois, à Jim Hawkins, l'enfant. Je ne sais plus trop comment il le rétribue, mais vraiment, il compte sur lui, il le prend un peu comme son complice pour l'aider à voir débouler cet homme et à le prévenir en temps voulu. Finalement, il y a plusieurs personnages qui viennent dans cette auberge, qui lui cherchent des noises, mais on ne sait pas pourquoi. Et un beau jour, l'un d'eux vient lui coller la marque noire. Une marque noire qui est synonyme de mort, en fait, de condamnation dans le monde des pirates. Et c'est pour ça que je réfléchissais un petit peu, parce que je ne sais plus trop comment se déroule l'intrigue ensuite. Il meurt, et au même moment, le père de Jim meurt, quasiment au même moment, malgré les soins du docteur Livesey, qui soigne les deux d'ailleurs, les deux personnages, parce qu'il est aussi mourant finalement, Billy Bones. Enfin, peu importe. Bon, la mère de Jim Hawkins en profite de cette mort pour récupérer l'argent qu'il lui doit, qu'il a laissé dans sa malle. Et dans la malle, il trouve aussi un mystérieux étui. Enfin bref, il l'emporte sans même regarder ce que c'est. Et craignant évidemment tous les pirates, toutes les personnes un peu étranges qui commençaient à s'approcher de l'auberge pour récupérer le contenu de cette malle, eh bien, il s'enfuit chercher du secours dans un village voisin. Dans ce village voisin, on leur donne une arme un peu lâchement et on leur dit d'aller voir le docteur Livesey. Finalement, la mère se réfugie quelque part. Le fils Jim va voir le docteur, qui s'était occupé d'ailleurs de son père. Ce docteur est en train de dîner avec un chevalier, un noble, qui sera plus tard l'armateur du voyage, puisque en fait il le convie à leur table, il convie Jim à leur table, ils ouvrent cet étui et découvrent la carte au trésor. Et immédiatement, Trelawney promet de donner les fonds pour faire ce voyage. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ce qui se passe ensuite, mais il faut savoir que Trelawney embauche tout un tas de personnes pour former l'équipage, dont quelqu'un qui s'appelle John Longsilver John, qui, figurez-vous, a une jambe de bois, donc c'est le pirate que craignait Billy Bones avant de mourir. Et celui-là, ce Long John Silver, il embauche tout un tas de personnes qui avaient officié sous les ordres du capitaine Flint, qui lui-même, légendairement, avait une autorité effrayante et qui avait découvert le trésor, apparemment. Et voilà, j'en dis pas plus. Ensuite, vous avez toutes les péripéties classiques d'un roman avec des pirates, mutinerie, etc. Bien entendu, le héros se retrouvera dans les pires circonstances que vous puissiez imaginer. Et voilà, je ne vais pas en dire plus. Et donc cette suite du livre que je ne vous donne pas, c'est ce que je voulais redécouvrir cette année en relisant mon livre qui est cette édition ici, que vous voyez, j'espère. Là, vous êtes sûr de la voir normalement. Et donc, cette édition qui malheureusement maintenant me pique les yeux, en fait, je suis très vulnérable à la poussière sur les livres et tout ça. Et ça se forme assez vite, en fait. Il suffit que ça se retrouve au mauvais endroit. Et donc, je cherchais une traduction. Et je me suis rendu compte d'ailleurs cette année, en relisant des livres, que je lisais pas mal de livres anglais, et que la traduction, c'était quelque chose d'assez crucial, dont on ne tient pas énormément compte, bizarrement, quand on choisit nos livres, et j'y prête beaucoup plus attention maintenant. Et donc je me suis mis en recherche de la meilleure traduction possible, et je suis tombé sur cet article du Matricule des Anges, qui s'appelle Un trésor de traduction, et qui disait que l'éditeur Tristram et le traducteur Jean-Jacques Greff avaient fait de gros efforts pour moderniser cette œuvre, la remettre au goût du jour, et de débarrasser un peu le texte de la lourdeur ou du côté intellectualisant qu'avaient pu donner les traductions françaises. Ils ont voulu débarrasser le texte d'un certain, on pourrait dire, conservatisme des traducteurs. Pendant très longtemps, la littérature de genre a été mal vue, surtout en France, alors que bizarrement, on a eu Jules Verne et Alexandre Dumas qui ont été des précurseurs. Mais elle avait quand même assez mauvaise presse et on se permettait aussi d'ailleurs de faire des coupes dans les bouquins, etc. Et donc les traductions qu'on obtenait pouvaient être de grossières trahisons. Pour reprendre le jeu de mots, on dit toujours traduire, c'est trahir.
Du coup, l'éditeur Tristram et le traducteur Jean-Jacques Greff se sont donnés pour rôle de rendre la légèreté, la vivacité, l'oralité du texte d'origine et aussi traduire les différences de niveau de langage entre les pirates par exemple par rapport aux nobles comme le chevalier Trelawney qui ne s'expriment pas de la même façon dans le livre original et c'est quelque chose qui ressortait assez peu dans les traductions parues jusqu'alors, dont la traduction d'André B que j'ai lu à l'époque. Non seulement le Matricule des Anges disait beaucoup de bien de cette traduction, mais aussi un autre article, je crois que c'était le soir, bref, j'ai trouvé un autre article, et je me suis dit, pourquoi pas, c'est une super bonne idée, super bonne initiative, il faut dépoussiérer les classiques, il faut leur rendre leur authenticité, leur essence en fait. J'ai été super enthousiaste à l'idée de redécouvrir l'île au trésor, mais en plus dépoussiérer de tout un tas de lourdeurs et d'un côté un peu ampoulé ou faux qui aurait pu être incorporé par des traducteurs un peu frileux, étant donné qu'il peut y avoir une sorte de purisme au niveau du langage, au point de vue de la correction de l'orthographe, etc. chez ces personnes-là à l'époque. Et donc j'étais super content de me mettre dans le côté des modernes contre les anciens, j'allais dire, pour une fois, et puis de pouvoir soutenir vraiment cette super initiative. Je pourrais vous dire tout de suite ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé dans cette traduction, mais à la place j'ai voulu jouer en quelque sorte à un petit jeu en fait, et plutôt que de mettre des longues citations comme je le fais souvent, mettre des plus courtes, et de tout simplement vous sonder d'une certaine façon, ou vous permettre à vous d'essayer de deviner entre les deux versions du texte, c'est-à-dire celui que j'ai lu à l'époque et la nouvelle traduction, simplement lequel vous préférez. Ce qui vous donne un moyen à vous de savoir si cette traduction est faite ou non pour vous, sachant qu'évidemment moi je vais commenter à chaque fois chacun des passages que je vous aurai lus. Le cas échéant, je vous lirai une première fois l'une des traductions ou l'autre pour pas vous mettre sur la piste, et j'ai décidé de vous lire 3 extraits en fait de cette façon-là, à partir des 3 briques principales qui composent un roman. Donc ce sont tout simplement les séquences de dialogue qui donnent de la chair au roman, hein. Les séquences d'action où il y a des phases plus rapides, du mouvement, etc. Et les phases de description qui sont les phases arrêtées des romans. Donc je vais commencer par les dialogues puisque c'est là qu'on attend cette nouvelle traduction, on attend cette oralité, cette vivacité, cette modernité. Je commence par un extrait issu du chapitre 29. Première version. « Assez bavardé, John Silver, dit-il. Cet équipage, réuni en conseil, t'a remis la tache noire, comme il se doit. Maintenant, comme il se doit, retourne le papier et vois ce qui est écrit. Alors tu pourras causer. » « Merci, Georges, répliqua Lecoq. Tu n'as jamais perdu de temps en affaires, Georges. J'ai le plaisir de le constater. Voyons de quoi il s'agit. Ah, déposer, c'est bien ça? Joliment écrit, c'est sûr, comme à l'imprimerie. Ton écriture, Georges? Tu deviens un vrai chef dans cet équipage. Tu serais le futur capitaine que ça ne m'étonnerait pas. Veux-tu seulement me passer la torche, veux-tu? Cette pipe ne tire pas. Allons, dit Georges, ne te moque pas plus longtemps de cet équipage. Tu es un drôle d'homme, c'est connu, mais c'est fini maintenant, et tu pourrais peut-être bien descendre de ton tonneau pour prendre part au vote. Je croyais que vous connaissiez les règles, répondit Silver avec mépris. En tout cas, si vous ne les connaissez pas, moi, je les connais et j'attendrai ici. Je suis toujours votre capitaine, faites bien attention. Jusqu'à ce que vous ayez sorti vos griefs et que j'y ai répondu. En attendant, votre tache noire ne vaut pas un clou. Après ça, nous verrons. Oh, répondit Georges, ne crains rien, nous sommes tous d'accord. D'abord, tu as fait un fameux gâchis de cette croisière. Tu n'auras pas le front de prétendre le contraire. Ensuite, tu as laissé l'ennemi sortir de cette trappe sans aucune contrepartie. Bon, la coupure est un peu abrupte, mais c'est là que je m'arrête pour cet extrait. Maintenant, je passe à un deuxième extrait issu d'une autre traduction. Assez parlé, John Silver. Ce équipage t'a refilé la marque noire en conseil plein selon les règles. T'as qu'à la retourner selon les règles et voir ce qui est écrit. Après, tu peux parler. Merci, Georges. T'as toujours été vif en affaires et tu connais les règles par cœur, Georges, que ça me fait plaisir. Bon, c'est quoi, toute façon? Ah, destitué. C'est ça, hein? Écrit très joli, c'est sûr. Imprimé, qu'on dirait, je le jure. Écrit de ta main, Georges? Ben que tu deviendrais un vrai chef dans cet équipage-ci. Tu seras capitaine bientôt, ça m'étonnerait pas. Tu me prêtes encore cette torche, tu veux? Cette pipe tire pas. Ça va bien, dit Georges. T'as fini de tromper ce équipage. Tu te crois drôle, mais c'est fini pour toi, et peut-être que tu descendras de ce tonneau pour aider le vote. Vous avez dit que vous connaissez les règles, a répliqué Silver, méprisant. Au moins, si vous les savez pas, moi oui, et j'attends ici.
Je suis toujours votre capitaine, attention, que vous sortiez vos griefs et je réponds. Pendant ce temps, votre marque noire vaut pas un biscuit. Après, nous verrons. Oh, a répondu Georges, t'as pas à craindre quoi que ce soit, nous sommes réguliers, nous hôtes. Et d'un, t'as fait de la bouillasse de cette expédition, que t'oserais pas dire le contraire. Et de deux, t'as laissé l'ennemi sortir de ce piège sans rien obtenir en échange. Bon, je pense qu'il n'y a pas un énorme suspense sur quelle est la nouvelle et quelle est l'ancienne version. Évidemment, la deuxième version que je vous ai donnée est la plus récente. On le sent parce que les pirates s'expriment de différentes manières. Ils font des fautes de français, en l'occurrence. Et puis, bon, vous avez des mots qui sont abrégés comme ça, comme quand ils disent ce équipage, cette expédition, et le mot capitaine. Alors, bon, capitaine, ça m'a fait bizarre pendant tout le livre, parce que pour moi, il aurait dû traduire ça par capitaine, je pense que ça aurait été plus logique. Et bon, en fait, je suis tout de suite embêté parce que c'est l'aspect sur lequel j'attendais le plus le livre et j'ai dû relire les phrases vraiment très très souvent au fil de ma lecture. Et je pense que la raison, en fait, c'est que tout simplement, l'auteur a voulu, à chaque fois qu'il y avait une erreur dans le texte anglais, il a voulu le retranscrire dans le texte français. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, parfois en français, vous pouvez faire une erreur parce qu'il y a une homophonie et vous confondez deux mots. Typiquement, en anglais, par exemple, comme dans la chanson de Billy Joel, Don't Ask Me Why, à un moment, il dit Don't Ask Me Why, pour donner un petit accent comme ça. Donc, c'est une erreur qui est assez fréquente en anglais et on la retrouve dans le texte. Il y a d'autres erreurs comme ça qu'on peut trouver dans le texte anglais et qui ne choquent pas, ou des expressions. Par exemple, a slice of luck, je crois, quelque chose comme ça, et qui est traduit en français par tranche de veine, ce qui n'existe pas en français. Vous voyez donc, assez systématiquement, l'auteur a essayé de retranscrire autant que possible en français les erreurs anglaises, mais là où elles se trouvaient. Je pense que c'est une erreur parce que c'est une traduction à la lettre et plutôt que dans l'esprit. Alors il y a des moments où il le fait très bien, c'est pour ça que j'essaie de faire une critique nuancée, il y a des moments où il fait ça très bien, où il ajoute des erreurs qui passent bien dans le texte, parce qu'on pourrait les faire en français. Par exemple, à la fin, vous avez vu obtiendre, on pourrait imaginer que quelqu'un fasse une erreur de conjugaison comme ça. Mais quand il dit équipage, par exemple, je comprends pas trop pourquoi il fait ça, puisque en anglais, le mot c'est crew, et crew n'est pas une erreur. Donc il a voulu encore un petit peu en rajouter. À des moments, ça me paraissait pas vraiment utile. Pareil pour spédition, en anglais, c'est... Bon, je trouve pas le mot anglais, je vais pas dire de conneries, mais de la même façon, quand ils font l'erreur pour le mot reg, qu'il a traduit reg en français, ils disent duty bound au lieu de duty bound. Vous voyez, ce sont des erreurs de prononciation comme ça que l'auteur a voulu retranscrire tel quel à l'instant T. Je pense que c'est une erreur qu'il a faite en voulant être trop scrupuleux quasiment, hein, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il aurait fallu sentir ce qu'aurait pu dire un vrai francophone, en l'occurrence, puisque bon, j'ai vu qu'il y avait tout un débat dans la traduction entre une traduction cibliste ou une traduction sourciste. Bon, alors évidemment, moi je suis pas dans ces discussions d'analystes, mais il y a quand même une chose qui me paraît aller de soi, c'est qu'une traduction par essence est forcément cibliste, puisque son but est de s'adresser à un public cible, en l'occurrence ici un public qui parle français. Si vous voulez, pour aller vite, l'autre école, entre guillemets, sourciste, c'est celle qui consiste à dire qu'il faut respecter autant que possible la source. Je pense que c'est une erreur. Ce que je veux dire, en fait, c'est que si on veut trop coller à une construction anglaise de phrases, on le fait au risque de déformer une construction française. Alors, c'est évidemment pas à ce point-là, en particulier dans les dialogues, mais c'est pas comme ça qu'on parle en fait. Les Français ne parlent pas comme ça et même la graphie parfois m'a heurté. J'ai dû relire plusieurs fois certaines phrases parce que je n'entendais pas les pirates. Et je pense qu'il y a un manque même d'oreille musicale dans l'écriture de ces dialogues tout simplement. Vous voyez par exemple chez Céline, il y a une oralité mais qui est complètement factice et je pense que la littérature est comme ça. Stephen King donnait un exemple d'écrivain comme ça qui voulait trop pasticher l'oralité et qui mettait plein d'apostrophes partout et qui en faisait un peu des tonnes pour imiter le parler populaire. Et au final, ça donnait quelque chose de beaucoup trop lourd, indigeste et quasiment illisible. Alors ce n'est pas le cas ici. On a quand même un certain sentiment immersif en lisant les dialogues qui n'est pas tellement présent dans l'original. Vous avez bien vu, hein. Si on compare les deux... on peut beaucoup plus interpréter, même oralement, le texte de Jean-Jacques Greff, mais malheureusement,
Trop souvent ça sonne faux, trop souvent les altérations du langage, soit elles sont pas placées au bon endroit, soit elles sont pas correctes à mon avis. Donc pour moi, sur le plan des dialogues, je préfère, pour des soucis de lisibilité, de clarté, la version originale, vraiment uniquement pour ça. J'ai fait beaucoup de critiques et on peut se dire que c'est assez facile de prendre un extrait pour dire un maximum de critiques. J'ai fait exprès de prendre un extrait où il y avait beaucoup d'erreurs volontaires, hein, des pirates, d'erreurs de langage qui sont faites pour pouvoir vous partager des choses que j'ai vues de façon récurrente dans le livre. Donc c'est pas un procédé malhonnête, hein. Mais peut-être que vous avez préféré quand même cette deuxième version. Moi j'ai simplement envie de vous dire que sur le temps long, ça m'a pesé en fait. Maintenant, je vais vous lire un deuxième extrait qui est une scène d'action, entre parenthèses, action dans le sens où les personnages se déplacent. C'est dans le chapitre 27. La forêt était clairsemée et, en suivant les contreforts les plus bas, j'ai vite contourné la colline et traversé le ruisseau avec de l'eau à mi-mollet. Cela m'a amené près de l'endroit où j'avais rencontré Ben Gunn, le marron, et je me suis mis à marcher avec circonspection, l'œil aux aguets. Le crépuscule était bien avancé et quand j'ai débouché de la faille entre les deux pics, j'ai eu l'impression d'apercevoir une lueur vacillante se détachant sur le ciel à l'endroit où, supposais-je, l'homme de l'île rôtissait son souper sur un feu ronflant. Je me demandais quand même comment il pouvait se montrer aussi imprudent. Deuxième extrait. Le bois était très praticable et, longeant les contreforts intérieurs, j'eus bientôt contourné la colline. Peu après, je traversai le ruisseau dont l'eau me venait au mollet. Cela me conduisit dans le voisinage de l'endroit où j'avais rencontré Ben Gunn, le marron, et je marchais avec plus de circonspection, me gardant de tous côtés. Le crépuscule touchait presque à sa fin, et comme je débouchais entre les deux pics, j'aperçus une lueur vacillante et j'en conclus que l'homme de l'île était en train de préparer son souper devant un feu ronflant. Et pourtant, je m'étonnais aussitôt du peu de soin qu'il mettait à se cacher. Cette fois-ci, les choses sont un peu moins claires. J'ai tout simplement inversé. Donc ici, vous avez entendu la nouvelle traduction en premier et l'ancienne, c'est-à-dire la première que j'avais lue d'André B. en deuxième. Je ne sais pas si un si court extrait a suffi à vous montrer la chose et à vous la faire sentir, d'autant plus que j'ai lu le texte relativement vite dans les deux cas. J'ai essayé d'avoir une lecture fluide et correcte. Je ne sais pas du tout ce que vous avez préféré entre l'ancienne et la nouvelle cette fois-ci. Moi, j'ai pas été dérangé ou j'ai pas vraiment remarqué clairement quelque chose avant d'arriver aux 2/3 du livre. Et bon, là, vous sentez que je vais encore une fois critiquer cette nouvelle traduction et j'en suis désolé. Mais bon, c'est comme ça. Mais ce qui se passe tout simplement, c'est que l'une des intentions du traducteur, bon, d'une part, c'était d'incorporer de façon plus précise le vocabulaire maritime utilisé par Stevenson dans son livre. Là encore, comme dans tous les livres où le problème se pose, mais même comme dans Balbuzard, hein, le livre pour enfants, je regrette un peu que quand il y avait du vocabulaire maritime, il n'y ait pas une petite note de bas de page pour expliquer ce dont il s'agissait, parce que c'est comme je viens de vous dire, c'est du vocabulaire spécifique. Je ne sais pas comment se débrouiller les gens à l'époque pour lire ce livre, qu'on peut pas entièrement quand même qualifier de livre pour enfants, hein, du coup. C'est quand même un objet assez littéraire. Bon, deuxième point, on va dire, il y avait ce point sur les dialogues, moderniser les dialogues, et en troisième point, il y avait la volonté, pour coller au passé anglais, d'exclure complètement le passé simple français, en fait. Quand je dis le passé simple français, il n'a pas d'équivalent en anglais. Le passé simple, c'est un temps qu'on n'utilise jamais à l'oral, c'est vrai. Ça sonne très littéraire. C'est un temps qui donne une apparence de préciosité en fait au récit. Surtout si on imagine par exemple qu'un pirate ait pris sa plume pour écrire le texte. Et en l'occurrence, c'est apparemment Jim Hawkins, adulte, qui a écrit le texte. Alors est-ce que c'est un écrivain accompli ou pas? Jean-Jacques Greff n'a pas voulu trancher ce point-là. Il a décidé que tout le texte allait être écrit au passé composé pour retranscrire l'oralité du passé à l'anglaise en fait. Il faut savoir que c'est une pratique qui est courante maintenant dans la traduction des polars américains et tout ça, apparemment, après ce que j'ai pu apprendre en regardant une vidéo où les éditeurs et le traducteur s'exprimaient. Je crois que c'était pour une radio, je sais plus très bien. Moi, je vous cache pas que, au fur et à mesure, c'est une lecture qui m'a paru indigeste. Ça m'a vraiment frappé une fois que je suis arrivé aux 2/3, comme je vous disais plus tôt. J'en ai eu marre en fait, qu'il n'y ait que des passés composés. C'est censé apporter une oralité, c'est vrai que ça en apporte une, mais oralité n'égale pas légèreté. Et c'est un peu le problème. Le passé simple, c'est un passé assez mince dans un texte. Si je vous cite les verbes du texte que je viens de lire, vous avez du côté de la nouvelle traduction « J'ai vite contourné la colline »,« Cela m'a amené »,« Je me suis mise à marcher »,« J'ai débouché »,« J'ai eu l'impression ».
Donc à chaque fois, c'est en 2 mots comme ça. J'ai fait, j'ai essayé, tout ça. Alors que bon, ici, c'est peut-être pas complètement flagrant, mais dans la version de André B, vous avez « J'eus bientôt contourné la colline, je traversai, cela me conduisit, je marchai, j'aperçus, j'en conclus ». C'est plus percutant, en fait. Et sur l'ensemble d'un texte, quand on finit par se rendre compte qu'il n'y a eu aucun passé simple, j'ai fini par tourner les pages en arrière et me dire « Mais zut, mais ça fait depuis le début du livre que j'ai cette lourdeur qui me traîne dans l'oreille comme ça. » Moi, c'est un truc qui m'a pas plu du tout et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre quand on écrit un texte. Comment on peut se passer d'une partie de la langue française, entre guillemets, d'un temps entier de la langue française. Pour moi, ça fait partie de la palette chromatique, un peu comme à l'image d'un peintre, qui se couperait de toute une partie de sa palette de couleurs. Et pourquoi finalement? Mais par une forme quasiment de déférence à un modèle qui serait le texte anglais. Alors moi, c'est vrai que j'ai, pour les besoins de cette vidéo du coup, et c'est là que je remercie en fait d'une certaine façon l'initiative à la fois des éditions Tristram et de Jean-Jacques Greff, d'essayer de moderniser le texte et tout ça. Puisque ça m'a poussé à me replonger dans le texte anglais, en fait, je suis allé sur Wikisource, vous pouvez trouver le texte original gratuitement à tout moment. Et c'est vrai que l'original est très percutant, il est très vivant, on a envie de retrouver ça en français. Et bon, moi je suis plutôt un amoureux de la langue anglaise, de toute façon j'ai pas le choix, c'est ma seule langue vivante autre que le français. Donc bon, et puis j'aime beaucoup la musique anglaise, surtout des années 60, 70, 70. Si vous regardez un peu la chaîne, vous verrez ma chronique 4 minutes pour découvrir une pépite de la pop anglaise. Mais bon voilà, on parle français, on doit utiliser les instruments français, et je trouve que se couper du passé simple, ça fait mal aux oreilles, ça crée une lourdeur. Donc encore une fois, sur ce point-ci, après les dialogues, eh bien, moi je trouve que chaque fois qu'il y a des actions vives, en particulier, mais il y a ce manque du passé simple, et je suis obligé de préférer l'ancienne version qui est plus digeste, encore une fois, et plus claire aussi. Alors je sais pas où vous en êtes quant à vos préférences par rapport à l'ancien et au nouveau texte, c'est assez maigre pour se faire une opinion, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est juste pour s'amuser un petit peu et pour vous donner un peu de matière tout en créant un peu d'interaction et d'illustration pour ma vidéo, parce que c'est difficile de juger une traduction comme ça en bas. C'est plus honnête de donner peu d'extraits que de ne pas en donner du tout, de toute façon. Et donc maintenant je vais terminer avec les phases de description, hein, et puis on en discute après. Cette fois-ci j'ai pioché les extraits dans le chapitre 25, donc je commence, premier extrait. Je courus à l'arrière et descendis par le capot d'échelle dans la cabine. Il y régnait un désordre difficile à imaginer. Tout ce qui fermait à clé avait été éventré pour chercher la carte. Le plancher était couvert de boue, car les bandits s'étaient installés là pour boire ou discuter après avoir pataugé dans le marais autour de leur camp. Les cloisons, autrefois peintes en blanc et ornées de dorures, étaient maculées de mains sales. Des douzaines de bouteilles vides s'entrechoquaient dans les coins, au roulis du navire. L'un des livres de médecine du docteur était ouvert sur la table. La moitié des feuilles avaient été arrachées pour allumer des pipes, j'imagine. Au milieu de tout cela, la lampe brûlait encore d'une lueur fumeuse et incertaine. Maintenant, deuxième version. Je me suis précipité à l'arrière et en bas de l'escalier menant à la cabine. Vous ne sauriez imaginer le désordre qui y régnait. Tous les meubles fermant à clé avaient été forcés à la recherche de la carte. Une épaisse couche de boue couvrait le parquet, sur lequel les bandits s'étaient assis pour boire ou discuter après avoir pataugé dans les marais. Des traces de mains sales maculaient les cloisons blanches aux moulures dorées. Des douzaines de bouteilles vides s'entrechoquaient dans les coins au rythme du roulis. Un livre de médecine du docteur était ouvert sur la table, la moitié des pages ayant été arrachées, sans doute pour allumer les pipes. Au milieu de tout cela, la lampe diffusait encore une lueur fumeuse, aussi sombre et brune que l'acajou. Bon, je me suis rendu compte en vous lisant les extraits que j'aurais dû mettre cet extrait-ci avant le précédent, puisqu'il y a eu un passé simple dans le tas. Donc vous avez pu deviner que le premier extrait, eh bien, c'était la traduction d'André B. et que la deuxième, c'était celle de Jean-Jacques Greff. Encore une fois, bon, je ne sais pas quel extrait vous avez préféré, mais je trouve que malheureusement, voilà, il y a toujours ce problème du passé composé. Alors on va essayer de passer un peu par au-dessus. Mais bon, si on lit la tournure des phrases, je me suis précipité à l'arrière et en bas de l'escalier menant à la cabine. Je trouve que c'est moins élégant et moins lisible que je courus à l'arrière et descendis par le capot d'échelle dans la cabine. Bon, de la même façon, hein, tout ce qui fermait à clé avait été éventré pour chercher la carte. C'est plus clair et direct que tous les meubles fermant à clé avaient été forcés à la recherche de la carte. Après, bon, dans la dernière phrase encore que je trouve un peu moins bien rédigée ici,
Un livre de médecine du docteur était ouvert sur la table, la moitié des pages ayant été arrachées, sans doute pour allumer les pipes. Malgré que ce soit un peu élégant, je trouve encore que c'est un peu moins bien tourné que l'un des livres de médecine du docteur était ouvert sur la table, la moitié des feuilles avaient été arrachées pour allumer des pipes, j'imagine. Je trouve que cette formule-là, même si elle paraît moins élégante, elle est plus claire quand on la lit aussi en fait. D'autant que je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écrire, mais le participe présent qu'on peut voir, là, la moitié des pages ayant été arrachées, sans doute pour allumer les pipes, ça c'est un peu un joker, le participe présent quand on est écrivain. Si on veut garder le sujet et continuer l'action, un peu mine de rien comme ça, bon, on place un petit participe présent. Ça fait partie des choses qui peuvent alourdir un texte, il faut faire attention avec ça. Là c'est un peu curieux parce que finalement l'ancienne version est moins élégante, hein, mais elle explique directement les choses et je trouve que la scène est mieux expliquée. Bon, par contre, des traces de mains sales maculaient les cloisons blanches aux moulures dorées, ça c'était mieux. Mais si je vous cite cet extrait, c'est parce que j'ai dû le relire en lisant la nouvelle traduction, ce qui n'a pas été le cas dans la première. Et c'est là que je voudrais quand même mettre ça en avant, c'est que j'ai dû beaucoup me relire en lisant cette traduction de Jean-Jacques Greff, ce qui n'a vraiment pas été du tout le cas dans la version d'André B, qui n'est pas une version de référence ou je sais pas quoi, hein. Mais bon, c'est la version que j'avais lue et je l'avais comprise, et encore maintenant, quand je retourne à cette version-là, et je ne le fais pas beaucoup parce que ça me fait mal aux yeux, je vous l'ai déjà dit, mais je retrouve mon aventure, je retrouve la fluidité, je comprends tout de suite, et je suis immergé. Alors que c'est censé être plus plan-plan, plus scolaire, ben finalement pas en fait, hein. Dans l'espèce de pseudo-guéguerre ancien et moderne que je recrée un peu dans cette vidéo, mais finalement l'ancien paraît moins lourd, plus clair et plus percutant en fait, de façon paradoxale, sauf bien sûr sur le plan des dialogues. J'ai déjà expliqué qu'il y a cet aspect immersif et oral de la traduction de Jean-Jacques Greff, mais voilà, vous avez compris que c'est alourdi par trop de maladresse et de mauvais choix, je trouve. Donc pour redire quand même un petit mot de ce que j'ai pensé de cette relecture de L'Île au Trésor, mais j'étais quand même un peu surpris de voir que le texte est super bien organisé. Alors il faut pas trop lire les chapitres parce que bon, ce sont des spoilers plus ou moins en soi, puisque il y a une phrase de description dans les chapitres de l'action qui se déroule. Mais ils sont très très bien organisés. On voit que c'est passé dans un feuilleton, enfin dans un magazine à l'époque, et que Stevenson a vraiment échafaudé ce roman. Les péripéties sont assez bien trouvées. Bon, il y a un passage en mer que j'ai trouvé un peu fastidieux, mais je ne sais pas dire si c'est dû à la nouvelle traduction. Ça m'avait moins frappé à l'époque, mais je dois quand même dire qu'il y a peut-être un syndrome Stevenson avec moi, puisque j'ai lu 3 fois en tout l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, et à chaque fois je l'aime un peu moins. C'est un peu la peau de chagrin du plaisir qui rétrécit avec cet auteur-là, et là j'ai eu un petit peu le même syndrome. Quoique, voilà, en allant à l'ancienne version, je retrouvais mon plaisir d'une part, et d'autre part, je trouve que la fin du texte est vraiment bien tournée. Le dénouement est relativement inattendu. Et on a ce plaisir de voir que le Jim, le personnage principal, devient un peu un vrai pirate, au même titre que Long John Silver, qui est une figure à moitié paternelle de substitution, mais finalement on peut se demander si la vraie figure paternelle de substitution du héros, ce serait pas tout simplement l'aventure elle-même qui lui apprend à s'assumer, à prendre des initiatives. Il prend beaucoup d'initiatives. C'est presque un roman initiatique si on exagérait, parce que il devient adulte au terme de cette aventure. Et c'est ce qui m'a vraiment plu dans le roman. Malheureusement, j'étais plus centré sur la forme dans cette vidéo, mais bon, j'avais quand même envie de donner mon opinion, parce que je trouve que malgré tous les défauts que j'ai pu reprocher à la traduction de Jean-Jacques Greff, bon, il faut déjà pas oublier qu'il y a une part importante de subjectivité, hein. J'aime pas trop dire ça en général, puisque tous les défauts que j'ai pointés sont objectifs. Mais on peut avoir un plaisir différent, et c'est pour ça en fait que je vous ai fait ce petit jeu. C'était pas pour créer un piège ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour dire, mais à l'instant T, comme ça, en découvrant le texte, laquelle des 2 versions que je vous soumets vous a le plus plu. Et au final, le point sur lequel je voudrais terminer cette vidéo, c'est que je trouve que, avec leurs différentes rééditions d'ailleurs de classiques, parce que Tristram a fait plusieurs fois ça, et je crois que Jean-Jacques Greff a aussi fait une traduction des Nouvelles Espérances de Dickens, qui n'avait que, je crois, 3 traductions, et que la sienne était la 4e, quelque chose comme ça. Enfin, donc c'est très très bien, on dépoussière les vieux classiques anglais,
On essaye de les mettre au goût du jour, les moderniser. Vous avez compris que c'était pas la manière dont j'attendais qu'on les modernise, hein. Mais c'est vraiment une super bonne initiative. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est tout simplement que si vous êtes traducteur ou si voilà, vous êtes doué dans une langue, et en l'occurrence la langue anglaise, eh ben, il y a plein de classiques comme ça qui sont libres de droit maintenant et qui pourraient bénéficier d'un travail, j'allais dire, de rénovation. Et moi, ce que j'attends toujours, c'est le meilleur des deux mondes, en fait. C'est ce côté littéraire, ce travail sur la musique du texte, sur la correction aussi du langage en français, utiliser vraiment tout l'arsenal qu'on a en français pour avoir le meilleur texte possible à disposition des francophones, mais aussi vraiment, autant que possible, traduire l'esprit de l'œuvre originale. Je pense et je suis certain que Jean-Jacques Greff est un amoureux de Stevenson et de l'île au trésor, et je suis certain qu'il c'est ce qu'il estime avoir fait, retranscrit l'esprit de l'œuvre originale. Voilà, il a ouvert une porte. Finalement, il a jeté un gant. Il met au défi les autres traducteurs de faire comme lui, puisque j'avoue que ça m'a beaucoup surpris quand même. C'est quelque chose que j'ai appris, que ça n'existait pas en fait, qu'il n'y avait pas de traduction plus moderne que ça. C'est quand même un peu choquant quand on y pense. Je ne sais pas quelles sont les autres traductions existantes, mais si celle de Jean-Jacques Greff est la plus orale, ben, pour l'instant, je m'en tiendrai aux deux versions du livre que j'ai, même s'il y en a une que je peux pas lire. Mais donc bon courage aux traducteurs, j'attends une traduction qui satisfasse les meilleurs des deux mondes, hein, modernité, respect de la langue, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle avait un aspect analytique et parfois un peu décousu. Et je vous donne rendez-vous avec des livres un peu plus contemporains pour cet été. Voilà, à bientôt.